peu fatigué. On m'a demandé de faire ça short and sweet. Alors je vais faire ça short. Sweet, c'est vous qui déciderez si ça vous dit. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une activité très importante après et qu'il ne faut pas la manquer. C'est le rendez-vous chez Diallo au cocktail. Alors... On va faire des bonhommes de neige. On va faire des bonhommes de neige alors. Ah, d'accord. Ça va faire un peu d'activité santé. On m'a demandé de faire une synthèse. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent de faire une synthèse, ça va être la synthèse des synthèses. Comme une image vaut 1000 mots, je vous présenterai quelques petites caricatures. Et puis, on m'a demandé aussi de vous présenter quelques expériences de terrain. J'en ai choisi 3 et d'en dégager un certain nombre de conclusions ou de leçons. Dans le domaine de la santé, vous le savez tous, il y a toute une série d'acteurs qui sont là sur un échiquier, sur un puzzle, qui sont très diversifiés. Il y a les décideurs dont on a largement parlé tout à l'heure, il y a les chercheurs et toutes les catégories de chercheurs, il y a les gens du secteur privé, il y a les communautés, il y a des bailleurs de fonds, il y a des experts de tout acabit, il y a des groupes d'intérêt, il y a des compagnies pharmaceutiques, pour n'en nommer qu'un, et tout ce beau monde-là a des intérêts qui sont parfois convergents, puis qui sont aussi parfois et souvent divergents ou parfois parallèles. Le couple chercheur-décideur est un couple qui a des relations un peu particulières, on les a évoquées tout à l'heure assez largement. Et les intervenants qui doivent mettre à exécution les décisions éclairées ou non par l'éclairage des chercheurs sont pris souvent dans des dynamiques un peu particulières dont je vous parlerai tout à l'heure. Le chercheur et le décideur, il se trouve dans un espèce d'univers qui est entre ce que j'appellerais l'objectivement désirable et ce qui est souhaité par les différentes parties. Le chercheur, il a de bonnes intentions, il veut mettre de l'avant des évidences, il dispose souvent d'un échéancier, d'un horizon temps qui est assez large, et puis le décideur, lui, il agit parfois en fonction de ses convictions, de ses intérêts et des opportunités du moment. Puis l'intervenant, lui, il est quelque part entre les deux, il fait ce qu'il peut avec tout ça. Le chercheur, il va dire, voici un article qui relate les évidences des dangers de l'alcool, de la bonne bouffe et du sexe. Je ne sais pas si le sexe, il y a des dangers, mais en tout cas. Je vous suggère de le lire. Le décideur, lui dit, j'ai pris une décision, j'arrête de lire. Puis l'intervenant qui est là, lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Il est pris un peu entre les deux. Il y a un déficit, on l'a dit tout à l'heure dans les synthèses, il y a un déficit de communication, de perception, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, des perceptions communes des enjeux qui ne sont pas là. Certains ont des solutions prédéterminées en arrière de la tête, je parle plutôt des décideurs, et il faut concilier tout ça. Hein. Le brave chercheur qui dit j'ai parfaitement compris ce que vous voulez, on va procéder comme ça, l'autre qui dit moi j'ai une autre solution en tête. On est aussi entre deux types de méthodes. La méthode scientifique, le chercheur qui dit voilà les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Puis à côté, il y a le décideur qui dit voilà la conclusion, quels faits pouvons-nous trouver pour la supporter? Donc on est dans deux univers qui ne sont pas toujours convergents. On est aussi dans des questions, ça a été évoqué tout à l'heure dans les synthèses, des questions de timing. Les uns ont du temps, les autres n'ont pas de temps, les autres peuvent lire, les autres ne peuvent pas lire, ou remettre à demain ce qu'ils devraient lire aujourd'hui. Ô ma reine, voici un résultat de recherche très prometteur. Et la reine a dit, je finis de synthétiser les autres rapports et je regarderai ça plus tard. Une approche qui n'est pas toujours appropriée. La communication entre le chercheur et le décideur. Vous avez ici le petit monsieur qui dit « Je vous ramène mon chercheur. Il émet, mais il ne transmet pas. » Alors, sur ces considérations qui ont été évoquées tout à l'heure,
Je vais vous présenter, pour illustrer certains de ces propos, 3 exemples, très très brièvement, issus de mon expérience. Tout à l'heure, Denis disait qu'il était le plus vieux dans l'Assemblée. Je crains que non, malheureusement, ça doit être moi. Je vais remonter bien en arrière. Je vais remonter à 1990. Je prendrai un exemple aussi des années 2000, puis je vais prendre un 3e exemple plus récent de 2016. On est en 1990 et on est dans un contexte de pays en développement. On est en Guinée au moment où la Banque mondiale et le FMI mettent sur pied leur politique d'ajustement structurel, donc un programme de réforme économique là, qu'on met en place pour essayer de permettre aux pays touchés par des grandes difficultés, en principe, de sortir de leur crise. Et dans ce contexte-là, on m'avait confié un mandat qui visait, sous la pression de la Banque mondiale, qui visait à redéployer le personnel de santé, qui était très concentré, comme c'est le cas dans la plupart de nos pays, qui était très concentré dans les zones rurales, et aussi à couper un nombre important de ressources payées par la fonction publique pour alléger la masse salariale des personnels de santé. Donc, ce mandat, à l'époque, j'avais quelques années de moins qu'aujourd'hui, j'étais un peu naïf et je croyais que les choses pouvaient bien se passer, qu'on pouvait réussir à trouver les solutions les plus objectivement désirables. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu la situation. Première prise de conscience, c'est que les données sur les effectifs dans le domaine des ressources humaines étaient absolument pas fiables. On se retrouvait avec des évaluations des effectifs qui variaient selon les sources de l'ordre de 25%. Donc les uns disaient il y a tant d'effectifs, les autres disaient il y a tant, les autres disaient il y a tant. Et il y avait des discordances extrêmement importantes. Donc avant de commencer à faire quelque travail que ce soit, eh bien, on est passé par une étape d'identification des personnels de santé à travers un recensement. À l'époque, ce n'était pas toujours facile dans un pays comme la Guinée, qui était un pays à l'époque où se mettait en place de façon assez efficace tout un système de soins de santé primaire qui commençait à bien fonctionner. Donc cet impératif venant des bailleurs de fonds arrive dans ce contexte-là. Plusieurs acteurs sont impliqués là-dedans, évidemment le bailleur de fonds, la Banque mondiale, et le ministère de la Santé, les différents niveaux du ministère de la Santé, et les personnels de santé qui sont au cœur de la prise de décision, parce que c'est sur eux que pourraient retomber éventuellement des coupures de postes. Donc, ce travail de recensement étant fait, un certain nombre de travaux ont suivi pour faire des projections, voir quels étaient les besoins effectifs en termes qualitatifs, quantitatifs, de différents types de ressources, et comment éventuellement les répartir, mieux les répartir, et quelles stratégies mettre en place pour les répartir à l'échelle du pays. Les résultats de tout ce travail a mené à, d'une part, disposer d'un portrait de la situation, d'autre part, disposer pour les décideurs de plusieurs stratégies basées sur plusieurs hypothèses. Est-ce qu'on applique les normes de l'OMS? Pour satisfaire les besoins de santé, il faut tant de personnel pour tant de population. Est-ce qu'on applique les normes du pays aux structures sanitaires qui sont fonctionnelles? 3 hypothèses ont été évoquées avec des résultats et des conclusions différentes en termes de besoins d'effectifs. Dans tous les cas, les besoins d'effectifs étaient supérieurs aux effectifs actuels. Donc, les recommandations étaient d'une part d'assainir les effectifs. On s'est rendu compte dans le recensement qui a été fait qu'il y avait quelque chose comme 5 à 7%
d'effectifs qui, vous les appelez les fantômes, je crois, là, qui sont payés par le Trésor public, mais qui, dans le fond, sont des gens qui sont décédés et qui sont morts, mais qui continuent à être payés. Donc les recommandations étaient d'assainir au moins cette situation et de ne pas bloquer le recrutement et des effectifs parce qu'il y avait des besoins objectifs. Alors ces conclusions n'ont pas fait l'affaire d'aucun des acteurs. La Banque mondiale disait mais c'est pas normal, il faut vraiment trouver un moyen de couper. Il faudrait arriver à au moins 20% de coupure dans les effectifs actuels. Le pays disait non, il faut augmenter, mais encore beaucoup plus que ce que vous dites. Bref, on s'est retrouvé dans une situation où personne n'était satisfait des résultats de ce travail. Qu'est-ce qui a été pris comme décision? Il a été pris comme décision par les autorités publiques d'assainir le fichier des effectifs. Donc ça au moins c'était une chose acquise. Et étant donné les incompréhensions entre les parties, la situation d'attrition du personnel et de recrutement a été maintenue pratiquement au même rythme. Le seul problème, c'est qu'on a été imposé une espèce de blocus qui ne faisait pas partie des recommandations sur la fermeture de certaines écoles de formation de paramédicaux qui ont eu un impact assez considérable quelques années plus tard parce que là on manquait vraiment d'effectifs. Donc, situation où entre l'objectivement désirable et ce qui est souhaité par les différentes parties, on se retrouve vraiment dans des situations non convergentes. Et l'intervenant est pris au milieu de tout ça. Deuxième exemple, un projet auquel j'ai participé activement pendant une dizaine d'années, entre pratiquement l'année 2000 et l'année 2010. Situation dans un pays du Maghreb, au Maroc, où le pays a engagé au début des années 2000 une vaste transformation du système de santé portant à 3 niveaux. Réforme institutionnelle pour répartir différemment les rôles, responsabilités du niveau central du ministère, les niveaux décentralisés et les structures sanitaires. Réforme du financement de la santé pour mettre sur pied 2 régimes, un régime d'assurance maladie obligatoire et un régime d'assurance pour les économiquement défavorisés. Et réforme des institutions prestataires de soins, en particulier des hôpitaux. C'est dans ce contexte que nous avons eu à mener un projet d'intervention visant à améliorer, sur la base du constat qui avait été fait de l'inefficacité et de l'inefficience du fonctionnement des hôpitaux publics, du constat que ces hôpitaux publics n'étaient pas prêts à prendre en charge la réforme de l'assurance maladie qui était proposée. Donc la Banque mondiale, aussi dans ce cas-là, a financé un assez important projet qui avait 2 grandes composantes, une composante réforme du financement et une composante réforme hospitalière dont nous avons assumé la responsabilité. Ce mandat avait une action vraiment multiforme. Il s'agissait de revoir le panier de services qui était offert par les différentes structures et les hôpitaux en particulier, de revoir leur mission, de revoir leur rôle, de revoir leur mode d'organisation et de fonctionnement interne, et de mettre en place un certain nombre d'outils visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des hôpitaux, outils tant au niveau de la qualité, de l'amélioration de la qualité des soins, mise en place de protocoles, et des outils de gestion administrative, financière, de gestion de ressources humaines, etc. Donc ça, c'était le mandat qui interpellait toute une série d'acteurs. Là encore, le bailleur de fonds était présent, le ministère central de la Santé, les directions régionales de la santé qui avaient de nouvelles responsabilités dans le cadre de cette réforme,
les acteurs hospitaliers et les communautés dans l'implication dans la gestion des structures. Ce que je veux illustrer dans cet exemple-là, c'est la difficulté que nous avons eue au cours de ce projet qui a duré une dizaine d'années, reliée à l'instabilité des décideurs. Le projet a vécu 3 phases. Une première qui visait surtout à faire le diagnostic de la situation, comprendre ce qu'il fallait faire, s'entendre avec les différentes parties concernées sur le comment le faire, et une deuxième phase qui était séparée en 2 temps, de mise en œuvre des différentes recommandations, outils et autres, modes de gouvernance et autres. Le projet a été perturbé de façon très très significative à 2 reprises, alors qu'il y a eu des changements de ministre dans un cas, et changement aussi des personnes responsables de la direction des hôpitaux et de l'instance qui était chargée de soutenir cette réforme. À chaque fois qu'il y a eu des changements de cette nature-là, autant des décideurs politiques que des acteurs détenteurs d'enjeux au niveau de la fonction publique, à chaque fois il y a eu vraiment un blocage, un arrêt et une remise en question de l'ensemble du processus qui était mené tant au niveau de la réforme hospitalière qu'au niveau plus général de la réforme du financement et de l'organisation générale du système de santé. Ces périodes ont été extrêmement difficiles à vivre pour les acteurs de terrain et pour nous, les intervenants, acteurs et responsables d'amener de l'expertise dans ce projet-là. Et en fait, nous avons mis une énergie considérable dans des actions de plaidoyer auprès de l'ensemble de ces instances et nous avons fait preuve aussi de part et d'autre d'un certain degré de flexibilité pour réarranger sans perdre le cap, sans perdre l'horizon qu'on s'était fixé, de réarranger les modalités opérationnelles du projet pour que les nouveaux acteurs en place y retrouvent leur compte et s'approprient en quelque sorte le projet. Mais tout ça, c'est pour dire que ce projet visant une réforme, et ce n'est pas un cas spécifique, j'ai vécu d'autres situations de même nature, est vraiment largement tributaire de cette permanence dans les orientations, permanence dans les politiques, parce que la politique sanitaire, il n'y avait pas de loi pour encadrer cette réforme-là, donc c'était extrêmement sujet à des décisions qui auraient pu faire changer le cap complètement. Et malgré ça, on a réussi de façon plus ou moins conforme à ce qui était attendu, d'atteindre différents résultats en matière de réorganisation et de réorientation du mode d'organisation du système de santé. On a implanté toute une série d'outils dans les hôpitaux et aujourd'hui, ces hôpitaux-là continuent, les 5 hôpitaux pilotes qui avaient été visés par la réforme ont fait objet un peu de modèle et l'ensemble des hôpitaux du Royaume, il y en a une centaine, est en train actuellement de bénéficier des résultats de ce projet-là. Donc ça, on pourrait qualifier ça un peu de success story, malgré des difficultés extrêmement importantes.